Bien, mes chers collègues, je vais débuter la séance de l'après-midi en remerciant Sabine de sa présidence ce matin, parfaitement exécutée. Je vais essayer d'être à la hauteur cet après-midi, mais surtout ne reprochez pas à la France sa légèreté quant à l'horaire, puisque voilà, moi j'étais en place à l'heure. Donc, nous allons commencer parce que je pense que l'hémicycle se remplit progressivement et nous allons ouvrir le débat de cet après-midi avec une session consacrée au changement climatique et à la transition énergétique. On a entendu déjà dans les discours de ce matin des éléments qui nous rapprochaient déjà de ce sujet, eu égard à la guerre actuelle, eu égard aussi bien sûr à ce souci d'autonomie stratégique, et elle concerne aussi, bien sûr, la transition énergétique. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Sabine Thillaye, ma collègue, présidente de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale, qui va introduire les débats sur ce sujet. Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les membres des Commissions européennes, Mesdames et Messieurs, notre débat aujourd'hui, changement climatique, transition énergétique, prend quand même une couleur un petit peu différente par rapport à ce qui se passe en Russie, avec la Russie qui a donc agressé l'Ukraine. On doit regarder cette thématique d'une manière un petit peu différente aujourd'hui, il me semble, puisque ça montre bien aussi nos dépendances, nos interdépendances, et que aussi les questions de changement climatique et transition énergétique doivent être regardées à la lumière de cela. Températures extrêmes, inondations, épisodes de sécheresse de plus en plus longs et fréquents. Les manifestations, les conséquences du changement climatique se font de plus en plus évidentes sur le continent européen, portant loin d'être le plus exposé à l'échelle mondiale. Pour faire face à ces défis, donc, l'urgence nous saisit de plus en plus. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté la loi sur le climat. Notre feuille de route est désormais claire. Notre continent doit être climatique neutre à l'horizon 2050, avec un point d'étape en 2030 où nos émissions de gaz à effet de serre devront avoir diminué d'au moins 55% par rapport à leur niveau de 90. Ces objectifs en matière de transition écologique nécessitent à l'évidence un changement de nos habitudes de consommateurs, mais aussi et surtout de réinventer notre économie avec la création d'instruments adéquats. Notre marché carbone européen, effectif depuis 2005, qui concerne déjà plus de 11 000 installations industrielles européennes, sera ainsi élargi à de nouveaux secteurs comme le transport maritime et durci dans son mécanisme. En parallèle, un second marché de quotas carbone sera créé pour les secteurs du transport routier et des bâtiments. Nous avons ainsi compris que la politique économique est un puissant levier de lutte contre le changement climatique, parfois plus utile que l'imposition de normes par les pouvoirs publics. Avec l'augmentation du prix de la tonne de CO2, les entreprises n'ont plus vraiment le choix. Elles doivent prendre ces prix dans leurs calculs de production et sont incitées à trouver des alternatives durables, notamment par l'innovation. Les débats portent aujourd'hui sur l'opportunité d'étendre ce mécanisme aux particuliers par le biais d'une taxe carbone sur les biens et services nécessitant beaucoup de CO2. Le coût de la pollution sera ainsi pris en compte par chaque citoyen au moment de ses achats. Plusieurs économistes, donc le professeur Gaulier, qui a bien voulu participer à ce débat, et je le remercie, ainsi que les autres participants, plaident ainsi pour la fixation d'un prix du carbone. Toutefois, et le président Gattaz aurait sans doute à cœur de souligner cet aspect,
Ces efforts essentiels pour la lutte contre le changement climatique ne doivent pas avoir pour conséquence une perte de compétitivité de nos entreprises sur le marché mondial, puisque leur investissement sera évidemment nécessaire pour la transition écologique. Le paquet Fit for 55 prévoit ainsi de créer un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui fonctionnerait en miroir du marché carbone européen. L'entreprise devra acheter des certificats équivalents aux émissions de carbone intégrées dans les biens lors de leur importation sur le territoire de l'Union. Les entreprises implantées dans les pays tiers seront dès lors, elles aussi, fortement incitées à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre pour avoir un accès au marché européen dans des conditions concurrentielles. Enfin, se pose la question fondamentale de l'investissement. Limiter le changement climatique nécessite des moyens colossaux que nous devrons dégager pour concrétiser nos engagements. Atteindre la neutralité carbone nécessitera des dépenses totales d'investissement de l'ordre de 1 000 milliards d'euros par an d'ici 2050. Ce montant annuel total implique une augmentation de notre effort d'investissement public et privé de 520 milliards d'euros par an pour la transition écologique. Le président de la Banque d'investissement, M. Werner Hoyer, pourra nous détailler l'engagement de son organisme pour contribuer à cet effort d'investissement. C'est pourquoi, plus qu'un énième débat sur les enjeux de la transition climatique, nous avons souhaité poser la question des moyens économiques concrets pour y parvenir. Les instruments prévus par les institutions européennes en ce sens sont-ils efficaces? Quels en sont les écueils et comment pouvons-nous les combler? Voilà autant de questions dont on devait débattre. Et je vous remercie. Et d'une certaine manière, à la limite, j'ai envie de dire, nous nous posons depuis des années la question du pourquoi. Mais aujourd'hui, je crois que le temps est venu de se poser la question du comment. Merci. Merci beaucoup, Sabine. Je vais maintenant donner la parole à nos orateurs et en premier lieu à M. Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement est devenue depuis ces dernières années un acteur clé du financement de la transition écologique. Elle a mis fin à tout soutien à des projets relatifs aux énergies fossiles et a pour objectif de dédier à l'horizon 2025 50% de ses financements à la lutte contre le changement climatique. Votre regard sur cette problématique, Monsieur le Président, est donc très attendu. Je vous remercie. Mr. President, Presidents, members of national and European Parliament, chers députés, merci de votre invitation à cet événement important. Mon message sera clair et je m'attends à l'exposer, mais non sans rappeler la situation en Europe actuellement. La paix est terminée pour bon nombre d'entre nous. Et jamais je n'aurais cru cela. Aujourd'hui, nous sommes en butte à une guerre à nos portes. Nous pensions que c'était encore inimaginable il y a quelque temps. Des villes ukrainiennes sont assiégées. Des démocraties européennes sont menacées. Des milliers de vies ont été perdues. Des blessés par milliers sont à déplorer. Bon nombre ont quitté l'Ukraine. Tous, dans les institutions européennes et dans le monde entier, ont condamné cette attaque, ont rappelé la dignité du peuple européen. En tant que banque de l'Union européenne, en tant qu'acteur de l'investissement européen, nous avons assuré le gouvernement ukrainien de notre disponibilité pour la reconstruction. Nous travaillons avec nos partenaires pour mobiliser un soutien pour l'Ukraine à hauteur de 2 milliards d'euros dans les meilleurs délais, notamment 700 millions de disponibilité et encore un peu plus dès lors que les contrats seront signés. Nous venons de nous réunir
au comité de direction de la banque et les premiers fonds seront décaissés aujourd'hui et devraient parvenir aux autorités ukrainiennes mardi. Ça ne signifie pas que nous faisons peu de cas du principe de diligence. Nous agissons rapidement parce que l'argent doit arriver maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Nous allons revoir à la hausse également notre soutien au bénéfice des régions et pays limitrophes pour les aider dans l'accueil des réfugiés, pour les aider à supporter ce que cela implique pour leur économie. Ces marques de solidarité des pays limitrophes, qu'ils fassent ou non partie de l'Union européenne, sont considérables. La Géorgie, la Moldavie ont brillé également par leur solidarité. Et j'ai été à la tête du groupe des 10 plus grandes banques de développement multilatérales. Et nous avons décidé de coordonner nos efforts interinstitutionnels pour que tous les leviers soient actionnés maintenant, pour que tous les moyens soient mis en œuvre. À plus long terme, les conséquences se feront ressentir par-delà les frontières ukrainiennes. Il faudra investir davantage en matière d'autonomie stratégique, énergie verte. Et l'Union européenne devra être un fer de lance du développement technologique, parce qu'après cette invasion, il faut que ce soit clair pour tout le monde. L'autonomie stratégique, notre souveraineté sont les mots d'ordre. Et cela ne signifie pas uniquement une référence intellectuelle, c'est la condition préalable à notre prospérité, à notre liberté en Europe et au-delà. Chers membres du Parlement, le 24 février a été une alerte pour l'Europe et l'Europe y a réagi. Avec ses alliés, l'Union européenne et ses États membres a pris une décision, les sanctions les plus sévères jamais prises par l'Union européenne. La démocratie peut agir rapidement, de manière résolue. C'est la conclusion que l'on peut en tirer. L'Union européenne réagit à l'unisson face à cette attaque. Nous devons prendre au sérieux également tous les autres défis, stagnation économique, changement climatique et pandémie qui perdurent. En matière d'intelligence artificielle, la technologie quantique, l'exploration spatiale, les technologies clés, tout cela doit être pris très au sérieux. Il en va du succès économique de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, nous perdons en compétitivité dans bien des domaines, qu'on se le dise. Pour rester des fers de lance, pour garder notre autonomie, il faut investir dans ces domaines que je viens d'énumérer. Le secteur énergétique, bien entendu, est un secteur indispensable à l'avenir de l'Europe. La transition vers une économie sobre, des systèmes énergétiques à zéro émission sont indispensables. C'est même une aubaine. L'augmentation des prix du gaz, de l'électricité a été un réel choc pour les citoyens. D'aucuns estiment que la transition verte y contribue. Non, non, la transition verte est une aubaine et non pas un obstacle. Là, il faut s'assurer un approvisionnement énergétique et réduire notre dépendance énergétique. En tant que banque climatique de l'Union européenne, nous avons toujours défendu l'éolien offshore, par exemple, et nous contribuons à l'expansion de ce secteur. La feuille de route publiée en 2020 montre nos priorités pour appuyer la transition verte, notamment l'utilisation des énergies renouvelables et une efficacité à hauteur de 50% à l'horizon 2025. Entre 2020 et 2030, nous avons mobilisé 1 000 milliards d'euros au titre du climat et de l'environnement. Le pacte vert européen est un tremplin. Et nous devons investir davantage, nous devons agir plus vite si nous voulons éviter les effets dévastateurs du changement climatique et assurer notre autonomie énergétique à l'avenir. Mesdames et messieurs, l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne ont créé des institutions solides, garantes de paix
de prospérité, alors que les décombres de la Deuxième Guerre mondiale étaient encore évidents. Aujourd'hui, le monde change. Notre action collective pour le bien commun est indispensable. Il en va de notre faculté à prendre des choix en toute liberté. L'Union européenne n'a jamais été aussi unie que ces derniers jours. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions pas non plus lorsque la crise sera terminée. La BEI est souvent considérée comme un géant. Et j'en profite pour rappeler les instruments que vous avez tous à votre disposition grâce à la BEI, de la propriété des États membres. Le groupe de la BEI est la plus grande banque de développement multilatérale au monde. Nous devons coordonner l'investissement, nous devons investir là où l'investissement change la donne. Nous avons des priorités qui sont déterminées par l'Union européenne et uniquement par l'Union européenne. Nous pouvons ainsi créer l'étincelle qui permettra de changer le cap, de changer la donne dans notre continent et dans les différents secteurs d'activité. Prenons le secteur de l'énergie. L'Alliance européenne pour les batteries réduira notre dépendance pour toutes les solutions de stockage énergétique. Avec la Commission, nous avons joué un rôle déterminant. Nous avons renforcé ce secteur en finançant certains projets, et ce, bien avant que les investisseurs privés n'acceptent de prendre un tel risque. Et le banque couvrir les arrières des banques privées n'est pas le travail de la BEI. Parfois, il faut se donner la chance à un projet avant qu'il ne donne toutes les garanties. Les banques d'investissement privées ont joué un rôle clé dans le renouvellement énergétique en utilisant certaines technologies telles que les farmes éoliennes flottantes, ce qui a permis de combler les besoins en énergie. Le secteur privé seul ne peut garantir le développement énergétique. Dans le secteur éolien, nous avons contribué à assurer une efficacité énergétique présentant un prix inférieur à l'énergie fossile. Nous coordonnons également l'investissement dans l'hydrogène en connectant des projets en Europe, en Espagne par exemple, un pipeline, en France, en Allemagne, des unités de production, et ce ne sont là que quelques exemples. Nous faisons également la promotion de ces investissements à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, mais j'y reviendrai. Nous avons le plus grand portefeuille de projets d'investissement dans d'autres domaines. Développement rural, connexion à haut débit, constellation de satellites. Pendant la pandémie, nous avons investi 5,5 milliards d'euros dans des entreprises technologiques, notamment Pfizer Biotech qui a mis à disposition le premier vaccin. Et nous aidons cette entreprise, nous investissons dans cette entreprise qui utilise la technologie mRNA pour lutter contre le cancer. Donc c'est une pure coïncidence que ce soit cette entreprise qui a également mis au point ce vaccin. Nous avons agi avant que l'on puisse parler de pandémie. Et nous sommes très fiers. Et c'est à mettre au crédit de nos équipes sur le terrain. Nous avons investi pour l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. C'est normal parce que les grands défis aujourd'hui, notamment ceux du changement climatique, sont par nature internationaux. J'aimerais vous rappeler ceci. Le climat, l'innovation et le développement sont intrinsèquement liés, sont différents aspects d'une même réalité. Être une économie zéro net, cela implique d'utiliser les nouvelles technologies, mais selon nos ingénieurs, 50% des émissions de CO2
sont imputables à certaines technologies. Mais pour réduire de 50%, il faudra utiliser les technologies qui ne sont pas encore sur le marché. Et particulièrement dans les pays les plus pauvres qui ne peuvent financer cette transition verte. Moins de 10% des émissions globales ne pourront être éliminées si l'on se concentre uniquement sur l'Union européenne. Notre autonomie stratégique doit être assurée. Nous devons être plus compétitifs. Nous devons faire la publicité de cette transition et nous devons actionner tous les leviers. Mais pour ce faire, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. L'Union européenne a calculé que pour réaliser ces objectifs climatiques, il faudra investir 350 milliards d'euros à l'horizon 2050, en plus de ce qui est déjà prévu. Il faut investir dans les nouvelles technologies. Nous avons revu à la hausse notre soutien pour la production de semi-conducteurs avec 48 milliards d'euros à l'horizon 2050, alors que la Chine, sur la même période, investira 150 milliards et les États-Unis 55 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. En matière d'intelligence artificielle, selon nos experts, il faut 4 fois investir ce qu'on investit actuellement pour jouer un rôle de fer de lance. Nous devons être plus ambitieux. Nous devons agir maintenant. Et je m'adresse à tout le monde. D'où viendra l'argent? On ne peut plus utiliser la dette ou un taux d'intérêt bas, parce que cela donnerait lieu à une taxation beaucoup plus forte. Il faut mobiliser les fonds du secteur privé. Mais comment le convaincre? Eh bien, tout d'abord, il faut achever l'union des capitaux. Aux États-Unis, la plupart des entreprises se financent sur le marché des capitaux, 30% uniquement en Union européenne. Cela permettra de mobiliser des fonds généreux pour l'investissement. Deuxièmement, il faut utiliser les nouvelles formes de PPP pour limiter le risque que présentent des projets qui auront des avantages économiques et sociaux certains. Il faut utiliser nos instruments de manière plus efficace. Il faut tirer le meilleur parti de la créativité du secteur privé et demander que les fonds, même de moindre ampleur, soient mis à disposition. La crise de la Covid-19 l'a montré. Pendant cette crise, les États membres ont émis des obligations, notamment par rapport au PIB. Sur la base de ces garanties, la Banque de développement a pu continuer le financement, et ce en dépit des risques et des incertitudes croissantes, et ce en n'utilisant que très peu des deniers publics. Des outils extrêmement efficaces ont été utilisés pour mobiliser certaines technologies, et je crois que cet instrument doit être utilisé davantage pour que l'on réalise nos objectifs climatiques. J'en arrive à la fin de mon intervention. Depuis le 24 février, nous l'avons vu, l'Europe est plus unie que jamais. Nous en sommes fiers. Il faudra trouver des solutions pour les autres grands défis auxquels nous sommes confrontés, car en fin de compte, pour protéger notre autodétermination, nos valeurs, nos prospérités, il faut utiliser cet outil qu'est l'union dans la démocratie. Cette démocratie qui a foi en cet avenir commun, qui investit dans cet avenir commun. La banque que je représente est prête à faire sa part du travail. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président, de cette intervention de haut niveau. Je donne maintenant la parole à Monsieur Pierre Gattaz, président de Business Europe. Pierre Gattaz a été un acteur important du débat national français lorsqu'il présidait l'organisation patronale française. Il est le porte-parole des entreprises européennes depuis mai 2018 et son point de vue sur la transition écologique est incontournable car rien ne pourra se faire dans ce domaine sans les entreprises. C'est à vous, Monsieur Gattaz. Monsieur le Président Jean-François Rapin, Madame la Présidente Sabine Thiey,
Mesdames et messieurs les parlementaires, les représentants des parlements nationaux et du Parlement européen, je suis ravi d'être là aujourd'hui parmi vous en tant que président de Business Europe, qui est la confédération des employeurs européens, pour aborder ce sujet du changement climatique et de la transition énergétique. Tout d'abord, quelques mots sur la situation en Ukraine, pour bien sûr condamner fermement au nom de Business Europe l'invasion par la Russie, qui est une violation totale des règles internationales. Je voudrais aussi exprimer notre soutien au peuple ukrainien qui vit des moments extrêmement difficiles, tragiques. Et enfin indiquer que nous soutenons les sanctions prises par l'Union européenne et nos partenaires, même si celles-ci vont entraîner des répercussions économiques fortes. Comme nous le savons tous, les enjeux énergétiques sont au cœur de cette crise avec la Russie, notamment la question de l'indépendance énergétique européenne. Et il est clair que dans les prochaines semaines, les débats sur la sécurité d'approvisionnement du gaz, sur l'accélération du déploiement des énergies renouvelables ou sur le renforcement du marché européen de l'énergie vont s'intensifier. Il s'agit là d'une opportunité à ne pas manquer pour une approche européenne forte qui allie ambition climatique et transition énergétique. Pour nous, ce double sujet est une triple priorité partagée très largement dans la société. Priorité environnementale tout d'abord. Comme le rappelle à nouveau le dernier rapport du GIEC, publié la semaine dernière, et qui démontre que les impacts négatifs du changement climatique, tempêtes, montée des eaux, dépression, vont en s'accélérant. Priorité sociale. Ensuite, un eurobaromètre spécial sur le changement climatique, réalisé en mars-avril 2021, montre que 93% des Européens considèrent le changement climatique comme un des problèmes les plus sérieux auxquels le monde est confronté. 93%. Priorité industrielle, enfin, car nous savons tous que 80% des solutions à ces problèmes-là viendront de l'industrie. Le défi climatique et énergétique est donc aussi source de marché, source d'opportunités industrielles pour saisir le potentiel des énergies de demain, telles que l'hydrogène, les batteries électriques et bien d'autres, les biocarburants, et la liste est loin d'être finie. Des études suggèrent que le marché mondial des technologies vertes pourrait atteindre 1 000 à 2 000 milliards d'euros par an d'ici 2030. Objectif considérable. Business Europe, la Confédération des employeurs européens, soutient donc les objectifs du Green Deal européen, à savoir réduire de 55% nos émissions à gaz à effet de serre en 2030, puis d'arriver à la neutralité carbone en 2050. En 2019, nous avons publié notre programme détaillant les 3 piliers nécessaires au succès de l'Union européenne. J'appelais ça les 3 P, Prosperity, People, Planet. Sachant que les 2 derniers P, la prospérité des hommes et la prospérité de la planète, ne pourra pas se faire sans prospérité économique. Il n'y a pas de contre-exemple aujourd'hui dans le monde sur ce sujet. Ainsi, si nous partageons l'ambition climatique du Green Deal européen, nous insistons sur le fait que la réussite de cette transition dépend de plusieurs facteurs, dont notamment la prospérité de nos entreprises qui sont et seront à l'avant-garde de cette transformation majeure de notre économie. La question du comment mettre en œuvre efficacement cette transition est dès lors absolument cruciale. J'aurais donc détaillé peut-être 3 priorités qui nous paraissent fondamentales pour faire de l'ambition climatique européenne un succès industriel, environnemental et social. Priorité numéro 1, conjuguer transition écologique et compétitivité industrielle. C'est fondamental. La Commission européenne a présenté en juillet 2021 les 13 premières propositions législatives prévues par le Pacte vert européen à travers le paquet Fit for 55. Pour Business Europe, la direction est la bonne, mais le diable est dans les détails. Nous insistons pour que la compétitivité des entreprises soit préservée et chaque mesure de ce paquet législatif doit répondre à cet impératif. Il ne faut pas placer nos entreprises européennes dans une situation encore plus désavantageuse face à des partenaires économiques que vous connaissez tous, Amérique, Chine et autres, qui n'affichent pas le même niveau d'ambition climatique. Nous avons besoin d'un environnement propice aux affaires, business friendly en anglais, où les entreprises peuvent prendre des risques,
apporter des solutions innovantes et obtenir un retour sur investissement. Ce dont nous avons besoin, c'est favoriser une émulation entrepreneuriale sur les sujets de transition énergétique. Et pour que cela se produise, les décideurs politiques européens doivent être extrêmement vigilants pour éviter qu'un excès de contraintes ne paralyse nos entreprises et bloque ainsi leur capacité d'innovation et leur motivation. Les nouvelles normes ou taxes qui seraient rigides, prescriptives, intrusives, devraient être aussi limitées que possible. En somme, un slogan comme « confiance, incitation, conseil » pour développer la confiance et la motivation afin de sortir par le haut me paraît bien plus intelligent que « contrainte, contrôle, sanction » qui suscite de la défiance, de la démotivation et de la décroissance à la fin. Il faut en effet toujours avoir à l'esprit que l'industrie est au cœur de la transition verte, je l'ai rappelé, 80% des solutions proviennent de l'industrie elle-même. La compétitivité de l'industrie européenne est donc le socle tant de la prospérité économique que d'une transition écologique réussie, d'où à Business Europe nos priorités autour des 3 P. Enfin, il ne faut pas oublier qu'au cours des 15 dernières années, l'industrie européenne a déjà réduit ses émissions de près de 35%. 35%. Nous ne représentons par ailleurs que 8% des émissions mondiales. 8%. Par conséquent, ce paquet ne peut être couronné de succès que si nos partenaires commerciaux intensifient également leur ambition. Je pense beaucoup aux États-Unis, je pense beaucoup à la Chine. D'ici là, les mesures contre le risque de fuite de carbone et d'investissement doivent être renforcées et non affaiblies. La priorité numéro 2, c'est prendre la mesure du contexte énergétique mondial. La mise en œuvre des ambitions climatiques européennes doit toujours être indexée sur le réel. Après la crise économique découlant du Covid, qui a lourdement frappé les entreprises européennes, celles-ci font face maintenant, avec les ménages, au renchérissement des prix de l'énergie. En effet, les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté de plus de 600% en 2021, plus de 600%. En France, le prix du gros de l'électricité a augmenté de plus de 400% entre janvier et décembre 2021. Les législateurs européens doivent avoir en tête, lors des discussions sur le paquet Fit for 55, ces contraintes nouvelles pour les entreprises européennes qui ont déjà énormément souffert de la crise Covid, qui continuent de souffrir avec les problèmes d'inflation, de prix de l'énergie, de supply chain, et j'en passe et des meilleurs. Pour faire face à cette crise énergétique à court terme, les États membres peuvent continuer à prendre des mesures nationales telles que, en France, le gel du tarif réglementé du gaz, dans le cadre des possibilités ouvertes par la boîte à outils de la Commission européenne sur ce sujet, mise à jour il y a quelques jours, avant-hier je crois. Dans le moyen terme, il est nécessaire d'investir massivement dans les énergies renouvelables, ainsi que dans les activités transitoires comme le gaz, et bien sûr comme le nucléaire. Ces énergies décarbonées et bas carbone, dont l'Europe a déjà une certaine maîtrise de la production, doivent continuer à être soutenues pour garantir un adéquat approvisionnement d'énergie et accompagner ainsi la transition de notre continent. C'est le sens de notre position pour le gaz naturel et pour le nucléaire sur la question de la taxonomie européenne. Au long cours, ce sont par des investissements de long terme, tels que dans les activités où nous attendons des technologies de rupture, que les économies des États membres vont devenir moins sensibles à la volatilité sur les marchés de l'énergie et prendre ainsi leur destin en main, notamment l'augmentation de nos capacités industrielles énergétiques, avec par exemple le renforcement de nos capacités européennes de stockage du GNL, du gaz naturel liquéfié. La priorité numéro 3 et la dernière, renforcer la base industrielle européenne pour réussir la transition énergétique. Nous avons besoin d'entreprises compétitives et innovantes, je l'ai déjà rappelé, pour assurer le succès de cette transition énergétique. L'industrie des énergies renouvelables, éolien, solaire, biocarburants, hydroélectrique, énergie marine, etc., joue à cet égard un rôle de premier plan. Prenons par exemple l'exemple de l'éolien, avec 250 sites industriels européens et environ 300 000 emplois associés aujourd'hui. C'est un secteur avec une forte empreinte industrielle en Europe.
C'est aussi un secteur particulièrement innovant où 5% du chiffre d'affaires est réinvesti dans la recherche et dans le développement. L'Europe doit donc adopter des politiques qui renforcent nos bases industrielles et assurent la compétitivité de nos entreprises. Les 14 écosystèmes industriels définis dans la nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne en 2021 vont dans le bon sens en priorisant, par exemple, les investissements dans les secteurs d'avenir, comme les énergies renouvelables, l'hydrogène, les batteries. Au niveau national, les États membres doivent investir massivement dans la transition énergétique. Ils disposent aujourd'hui, en ce sens, d'une fenêtre d'opportunité unique avec le fléchage obligatoire de 37% des fonds du plan de relance européen de 750 milliards d'euros vers des dépenses d'investissement dans la transition écologique. Le plan France 2030, dévoilé par le président Macron en octobre 2021, est à cet égard prometteur avec par exemple des plans d'investissement massifs pour devenir leader de l'hydrogène vert d'ici à 2030. Voici donc nos trois priorités pour faire de la transition climatique et énergétique un succès environnemental, social et industriel. Conjuguer, transition écologique et compétitivité industrielle. Deuxièmement, prendre la mesure du contexte énergétique mondial et maîtriser les hausses d'énergie. Troisième priorité, renforcer la base industrielle européenne pour réussir cette transition énergétique. Merci infiniment. J'ai hâte désormais d'écouter les propositions des autres orateurs et de répondre à vos questions éventuelles. Merci. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir fait ce lien direct entre la volonté européenne, effectivement, de développer une transition énergétique, mais aussi les contraintes affichées sur les entreprises et la nécessité d'avoir une réflexion approfondie, surtout en ce moment. Nous avons traité au Sénat la semaine dernière la question du Pact Fit for 55, avec aussi des inquiétudes sur l'impact sur les entreprises à court et moyen terme. Je donne enfin la parole à M. Christian Gaulier, directeur général de Toulouse School of Economics et professeur invité au Collège de France. Christian Gaulier est l'auteur de rapports remarqués au nom de l'Institut Montaigne, qui est un think tank français sur la transition énergétique et sur l'action européenne en faveur de la décarbonation. Il est aussi, et même surtout, l'un des auteurs des 4e et 5e rapports du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. Monsieur Gaulier, c'est à vous. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur et Madame les députés, l'heure est grave. Nous sommes confrontés à une conjonction de l'instantané avec un drame à l'est de nos frontières et en même temps un danger immense pour l'évolution de notre climat dans le siècle à venir. Heureusement, nous vivons en Europe, dans une société qui a déjà bien compris le contexte et le danger auquel nous sommes confrontés face à ces évolutions du climat sur lesquelles nous portons de lourdes responsabilités. L'ambition européenne est extrêmement importante, moins 55%, vous l'avez rappelé, d'ici 2030. Nous avons parcouru en 30 ans 25%, il nous reste à parcourir en 8 ans les 30% résiduels. C'est un mur devant nous qui se présente. Il va falloir se retrousser les manches pour arriver à un tel résultat. L'Europe est l'unique région du monde à avoir une telle ambition, à avoir réussi déjà à atteindre un tel résultat. Hélas, nous vivons dans une société qui, en même temps qu'elle a compris l'enjeu, refuse encore assez considérablement d'affronter les sacrifices que nous allons devoir réaliser collectivement pour atteindre ce résultat. En effet, beaucoup de nos concitoyens vivent dans l'illusion d'une transition énergétique heureuse, porteuse de millions d'emplois et réduisant la facture d'électricité. La réalité est bien différente. Nous allons devoir remplacer des sources d'énergie qui ont fait la prospérité de l'Europe depuis 2 siècles, le pétrole, le gaz naturel et le charbon, et remplacer ces sources d'énergie par d'autres, des énergies renouvelables, qui sont encore pour beaucoup plus chères à utiliser et assez complexes à gérer, étant donné notamment les problématiques d'intermittence de l'éolien et du solaire. La motivation est donc assez faible.
dans la confrontation de la fin du mois et de la fin du monde, pour reprendre le jargon consacré depuis le mouvement des Gilets jaunes en France, la fin du mois pèse encore beaucoup plus que la fin du monde. Est-ce que les problématiques de changement climatique, combinées avec l'idée de venir au secours de l'Ukraine, ainsi que de protéger nos libertés à long terme, cette combinaison de trois motivations vont-elles faire évoluer la façon dont nos concitoyens réfléchissent, votent et soutiennent les politiques climatiques européennes? La question reste posée. Aujourd'hui, le prix du gaz naturel a atteint un niveau équivalent à $360 le baril de pétrole, ce qui devrait effectivement nous aider à créer les conditions de cette transformation du système énergétique européen en faveur d'énergies plus décarbonées. Hélas, en même temps, cette hausse du prix du gaz naturel va probablement, dans les mois à venir, impliquer une augmentation de la consommation de charbon pour produire l'électricité qui ne pourra plus être produite à partir du gaz naturel. Or, le charbon est l'ennemi public numéro un, je devrais dire l'ennemi climatique numéro un, puisqu'il émet beaucoup plus de CO2 que l'équivalent gaz naturel. Quelques éléments de coût, pour reprendre la problématique de la transition énergétique heureuse. Décarboner complètement en Europe la façon dont on produit l'acier représenterait une augmentation de 30% des coûts de production. Aujourd'hui, ou d'ici 2025, même si on considère des évolutions relativement optimistes des technologies, le véhicule électrique ne pourra être rentable du point de vue de l'intérêt des usagers que si nous faisons monter le prix du carbone au-dessus de 250 € la tonne de CO2. À un prix de 90 € la tonne de CO2, qui a été, durant les 2 premiers mois de l'année, le prix moyen des permis d'émission sur le marché européen des ETS, European Trading Scheme, au prix de 90 € la tonne de CO2, donc, le kilowattheure aura un coût moyen de production qui est augmenté de 3 centimes, qui représente une augmentation de 50% de ses coûts de production. Ce prix de 90 € la tonne de CO2, ayez bien en tête que ça représente l'équivalent en termes d'impact sur le pouvoir d'achat d'une hausse du prix du baril de pétrole de 36 €, puisqu'un baril de pétrole contient 400 kg de CO2. Il s'agit aujourd'hui de rationaliser la façon dont on pense en France, en Europe et dans les 26 autres pays membres, de rationaliser notre politique climatique. Tout ce qui est vert n'est pas nécessairement socialement désirable. Certaines actions vertes sont particulièrement coûteuses, particulièrement impactantes pour le pouvoir d'achat. Il est donc de la toute première importance pour atteindre l'acceptabilité sociale et politique de cette transition énergétique que nous appelons tous de nos vœux, de choisir les actions qui, par tonne de CO2 évitée, engendrent le moindre impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, il faut, pour rationaliser cette politique, nécessairement mettre une valeur sur le carbone. Madame la Présidente l'a rappelé tout à l'heure, je porte ce discours avec une énorme majorité de mes collègues économistes académiques en Europe et dans le monde. Les économistes sont d'accord sur peu de choses. Ils s'accordent sur une chose partout dans le monde, c'est qu'il sera totalement indispensable de mettre un prix sur le carbone si nous voulons atteindre effectivement cette extraordinaire ambition européenne de réduire nos émissions de 55% d'ici 2030 et atteindre les zéro émissions nettes en 2050. C'est une condition nécessaire. Ce n'est évidemment pas une condition suffisante. En particulier, je suis d'accord avec le président Gattaz, il faudra nécessairement atteindre des objectifs de réduction des coûts d'abattement à travers des progrès technologiques majeurs et soutenir publiquement les subventions à la recherche et au développement de ces nouvelles technologies vertes. Donc, valeur carbone est indispensable si vous voulez faire dans les analyses d'évaluation des coûts et des bénéfices sociétaux, si vous voulez mettre d'un côté les coûts dont je vous ai parlé de cette transition énergétique et de l'autre les bénéfices de ces efforts de transition énergétique qui sont la valeur carbone. Puisque une chose est évidente, je ne vous l'ai pas dit, mais ça va être coûteux de faire cette transition énergétique dans les années à venir, mais c'est beaucoup moins coûteux que de devoir affronter les dommages environnementaux engendrés par
la transition, par le changement climatique que nous devrions affronter si ces efforts ne sont pas faits. Donc, valeur carbone indispensable pour effectivement mettre une valeur sur les bénéfices liés aux sacrifices que nous allons devoir accepter pour faire ces efforts de transition. En même temps, cette valeur carbone pourrait être utilisée pour mettre un prix sur le carbone. Je mets la différence entre une valeur et un prix. Une valeur n'implique pas nécessairement qu'on impose un prix aux citoyens. Néanmoins, aujourd'hui, soyons clairs, pour aligner la myriade d'intérêts privés des entreprises, des consommateurs, des États membres face à l'intérêt général, pour aligner ces myriades d'intérêts privés sur l'intérêt général, nous avons besoin d'envoyer un signal prix aux ménages, aux entreprises, aux États, qui dit « vous voulez mettre du CO2, eh bien vous devrez supporter les conséquences de cette émission de CO2, c'est-à-dire les dommages marginaux engendrés par ce CO2, de façon à ce que les pollueurs soient aussi comme si les personnes qui portaient des dommages qui sont engendrés en payant le prix de ces dommages. » C'est une application du principe pollueur-payeur qui se trouve dans nos traités européens. Comme je vous l'ai dit, cette transition va avoir des conséquences importantes sur les coûts de production. Je vous ai parlé de l'acier, pour éviter les fuites de carbone, puisque si, in fine, le seul résultat de pénaliser les émissions de CO2 en Europe consisterait à déplacer les émissions vers les pays qui sont beaucoup moins ambitieux que nous, eh bien, il faut faire des ajustements carbone aux frontières, qui est un mécanisme qui est autorisé par les règles de l'OMC quand il s'agit d'empêcher le dumping environnemental. Donc il faut mettre en œuvre ces mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Pour y arriver, il faudrait que les importateurs de produits carbonés payent le même prix que les producteurs locaux. Par exemple, que les producteurs d'acier extra-européens payent les 30% supplémentaires liés à l'augmentation du coût supporté par les producteurs européens d'acier, autour de 30%, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faudra évidemment compléter ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en éliminant la distribution de permis gratuits qui prévaut actuellement en Europe, ce qui permettrait d'ailleurs d'augmenter le revenu fiscal engendré par la vente de ces permis d'émission en Europe, ce qui est un élément indispensable pour financer ce que nous considérons important, en particulier en France avec le mouvement des Gilets jaunes, mais je pense que cette problématique se trouve dans les autres pays européens. C'est une volonté de redistribuer le revenu fiscal de façon à ce que, en particulier, les ménages les plus modestes soient compensés, voire surcompensés pour le fait que le pouvoir d'achat sera impacté par la hausse de ce prix du carbone. Je vais terminer juste en vous rappelant qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore dans la presse, mais nous vivons un crash sur le marché des permis européens TS, puisque aujourd'hui, le prix des permis a chuté de 90 €, comme je vous le disais il y a quelques instants, à 67 €, une chute de 25% du prix du carbone qui va désinciter les industriels et les consommateurs à rentrer de plein pied dans cette transition énergétique que nous appelons tous de nos vœux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gaulier. Après ces trois interventions très intéressantes, mes chers collègues, et parce que de fait, je dois me résoudre au fait que nous ne soyons pas à l'heure, nous allons entamer les discussions en essayant vraiment de respecter, malheureusement, et je suis désolé de ne vous donner qu'une minute par intervenant, mais essayez de respecter votre minute. Et nous allons tout de suite commencer par Liliana Tanguy, pour la France, Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord dire ma satisfaction aujourd'hui de voir autant de collègues européens sur les bancs de l'Assemblée nationale. En cette période difficile pour l'Europe, plus que jamais, nous devons rester unis pour affronter ensemble les épreuves présentes et à venir. Je souhaitais insister sur l'importance du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, priorité de la présidence française de l'Union européenne. Elle est l'une des pièces maîtresses du paquet Fit for 55 en cours de discussion au sein des institutions européennes. C'est un instrument fondamental pour permettre à nos entreprises européennes de préserver leur compétitivité,
mais aussi un outil essentiel pour inciter les pays tiers à s'aligner sur des normes européennes ambitieuses. Nous sommes exigeants avec nous-mêmes, nous devons l'être avec nos partenaires commerciaux. Nous avons compris que notre grand marché est le meilleur moyen de responsabiliser les multinationales. Il doit être aussi le meilleur levier pour lutter contre les fuites de carbone. Néanmoins, il faut s'attendre à ce que nos partenaires étrangers nous reprochent des velléités protectionnistes. Je souligne donc que les enjeux seront écologiques, mais aussi juridiques. Il faut que nous puissions faire reconnaître au niveau international une exception environnementale qui justifierait l'adoption d'une législation afin de défendre de manière juste et équitable notre avenir climatique, car, chers collègues, notre planète ne peut plus attendre. Je vous remercie. Merci Liliana. Nick Prebil pour la Slovénie, Assemblée nationale, et se prépare Dolores Montserrat pour le Parlement européen. Nick. Hvala lepa, spoštovani. Mislim, da se vsi zavedamo, da so pač podnebne spremembe in pa zdravo okolje eno tistih ključnih vprašanj prihodnosti. Tous parfaitement conscients, le changement climatique, c'est un enjeu crucial pour notre avenir et nous devons être unis. Nous devons être unis sur le changement climatique, sur l'environnement, sur la santé publique. Nous devons coopérer et encourager nos partenaires dans le monde à mettre leur pas dans le nôtre. La transition verte, c'est un projet qui est soutenu pleinement par mon pays, la Slovénie. Il faut faire évoluer la situation. La situation actuelle, la crise que nous traversons, nous démontre l'ampleur de l'enjeu. Et comment est-ce que l'on va financer cette transition? Est-ce que nos économies vont tenir le choc? Les derniers événements nous démontrent que l'autonomie de l'Europe est un enjeu essentiel et nous devons davantage investir dans cet enjeu. Nous pouvons tous apporter quelque chose. Nous avons tous une contribution à faire pour améliorer la situation. Et les jeunes en sont parfaitement conscients. Il faut le reconnaître. Ils sont conscients de l'importance de protéger notre environnement. L'unité affichée aujourd'hui par l'Union européenne devant la crise ukrainienne, il faudra la retrouver contre le changement climatique. Didier Marie pour le Sénat français. La Unión Europea es líder mundial en la lucha contra el cambio climático. On pointe dans la lutte contre le changement climatique. Nous voulons que nos enfants vivent dans un monde plus durable, plus numérique, moins pollué. Et nous voulons que d'autres pays nous rejoignent dans ce combat. Mais cette transition, nous devons l'accompagner avec les secteurs qui créent de l'emploi, les PME, les pouvoirs publics, les entreprises, les agriculteurs. On leur demande des sacrifices. Ils font des sacrifices, mais là, ils font face à une double crise. Une crise économique avec la Covid, une deuxième crise avec l'Ukraine. Et justement, aujourd'hui, nous devons nous attaquer à cette crise multiple qui est aggravée par la flambée des prix de l'énergie, avec à la clé des pertes d'emplois, une perte de compétitivité et une pauvreté énergétique dans les foyers européens. Nous devons donc nous attaquer à cette crise ou à ces crises tous ensemble. Il faut améliorer les interconnexions dans le secteur de l'énergie, Portugal, Espagne, France, par exemple. Il faut également davantage jouer sur les énergies renouvelables. Il faut combiner, panacher les sources d'énergie. Il faut travailler sur la taxonomie, on a parlé du nucléaire et du gaz, n'est-ce pas? Et puis surtout, il faut épauler financièrement les ménages européens. On aspire à davantage d'énergie, davantage d'autonomie, dans le secteur de l'énergie en Europe. La transition doit être juste. Merci. Donc Didier Marie pour le Sénat français, se prépare Boyan Kekek pour le Conseil national de Slovénie. Merci, Président. Chers collègues. L'Europe est confrontée, comme le monde entier, au défi des règlements climatiques. Et si elle ne pèse que 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle porte une responsabilité considérable pour montrer la voie et peser pour que la communauté internationale adhère à ces normes en usant de sa puissance économique et de ses partenariats commerciaux. Chacun adhère à la transition écologique et énergétique, a fortiori dans une période de conflit qui souligne nos dépendances. Mais cette transition nécessite un réinvestissement massif de la sphère publique, des investissements considérables, bien supérieurs aux prévisions. L'adaptation de notre société à cette transition ne se fera pas sans difficulté et il est hors de question de se contenter de remédier a posteriori aux désordres sociaux que pourraient entraîner certaines décisions.
Il faut les anticiper, promouvoir une réelle planification écologique, se doter par de nouvelles ressources propres des moyens de la financer. La transition vers une Europe décarbonée doit être une chance, génératrice d'une nouvelle croissance, d'emplois. Elle ne doit pas être une contrainte, mais un puissant moteur de transformation. La transition écologique sera juste et inclusive ou ne se fera pas, car elle nécessite l'adhésion de tous nos concitoyens qui en sont les premiers acteurs et ne peuvent en être les premières victimes. Merci. Merci Didier. Anton Hofreiter pour le Bundestag allemand et se prépare Gaëtan van Goytenhoven du Sénat belge. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wissen ja bereits lange, Ça fait longtemps que nous le savons. La crise climatique présente un risque pour notre sécurité, compte tenu du manque d'eau potable et de ce que cela peut avoir comme conséquences négatives dans les différents pays membres. Maintenant, nous l'avons vu avec la guerre en Ukraine, notre dépendance en matière de matières premières, de ressources fossiles, présente également un risque. Et nous devons, dans les meilleurs délais, sortir de ce type d'énergie. Mais nous devons en avoir conscience. Entre-temps, nous devons importer du gaz naturel liquéfié et créer un terminal, plusieurs terminaux partout en Europe. Mais en ce qui concerne la technologie, nous avons le droit d'être optimistes. À Brandebourg, dans la région proche de Berlin, on produit à moins de 3 cents kWh du courant. Et nous utilisons les technologies les plus modernes, et ces technologies les plus modernes auront pour effet que ces énergies renouvelables vont constituer le gros de l'énergie dont nous avons besoin. C'est de bon augure pour la réindustrialisation des différentes régions en Europe et en Allemagne. Bojan Kekek et se prépare Gaëtan. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. 4 teme, ki so naslovljene na tem panelu, so zelo aktualne. Les 4 thématiques du présent groupe d'experts sont importantes, j'en conviens. Mais compte tenu de la situation en Ukraine, il faut se rendre à l'évidence. Le changement climatique, la taxonomie verte soulèvent de nouvelles questions. Que faire de l'énergie nucléaire ? Si les centrales nucléaires deviennent les cibles stratégiques d'attaque, comment s'assurer l'autonomie énergétique? L'attaque perpétrée en Ukraine, bien entendu, a fait des victimes, mais également a montré les enjeux stratégiques, les objectifs stratégiques de la Russie. La Russie est riche en ressources naturelles. L'Ukraine l'est encore plus. L'Ukraine est le 4e pays le plus riche en ressources naturelles. C'est également le pays dans lequel proviennent de nombreuses céréales. 600 millions d'individus peuvent vivre de la production céréalière en Ukraine. Le gaz naturel y est abondant également. C'est le 2e pays le plus important en matière de production d'énergie nucléaire en Europe. C'est un pays important pour d'autres ressources naturelles également. Il faut bien comprendre cet aspect stratégique. Il s'agit ici d'une lutte pour les ressources également qui aura des effets en Europe. L'Ukraine. Merci, Monsieur le Président. Le défi que le changement climatique est aujourd'hui devenu une préoccupation majeure de la société européenne dans le cadre des institutions européennes. Nous tâchons collectivement d'y apporter des solutions politiques appropriées, et ce, d'autant plus depuis ces dernières années. Les différents mécanismes pour la relance et autres instruments de l'Union intègrent désormais les normes de standards les plus élevées pour y répondre. Néanmoins, le pouvoir d'achat est également au quotidien une préoccupation fondamentale. Ces derniers mois, il semblerait néanmoins que ces 2 aspects de notre projet communautaire sont entrés en quelque sorte en collision. En effet, nous sommes fixés des objectifs ambitieux afin d'opérer une transition verte. Néanmoins, ces exigences rencontrent aujourd'hui un obstacle de taille.
la hausse conjoncturelle des prix de l'énergie. Les perspectives peu réjouissantes concernant le marché de l'énergie, combinées au peu de mesures envisageables et permises par la boîte à outils proposée par le Conseil européen du mois d'octobre, laissent nos gouvernements respectifs fort dépourvus face à cette crise. Bien que nous soyons engagés, et je m'en félicite, dans multiples projets communautaires capitaux à moyen et à long terme, le court terme nous rappelle aujourd'hui à ces exigences. L'ensemble de nos concitoyens, en tant que consommateurs particuliers ou par le biais de leurs entreprises, subissent les répercussions directes de cette flambée des prix. Le manque de réponse face à un tel phénomène pourrait mettre à mal l'ensemble du tissu économique européen, autant que la cohésion sociale. Je vous remercie. Merci Gaëtan Domagoj-Ajdukovic du Parlement croate. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Apsolutno pridružit ću se kolegama koji su govorili o mogućim klimatskim promjenama. Je joins ma voix à celle des collègues qui ont évoqué le changement climatique et les autres enjeux. Moi, je pense qu'une question sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, c'est l'évolution de la politique agricole commune. C'est une question importante aujourd'hui et qui va gagner en importance à l'avenir. Beaucoup disent que c'est illusoire, que ce sera très difficile de tout miser sur les énergies renouvelables parce que le résultat ne serait pas au rendez-vous. Alors, prenons l'exemple de la capitale croate, Zagreb. On investit massivement dans les renouvelables et dans 2 ans, en principe, ces énergies renouvelables seront rentables. Donc, on aura un retour sur investissement positif. Et c'est ça qu'il faut. Les investissements doivent être rentables. Merci beaucoup. Si Martin Kinnunen de Suède, du Parlement suédois, et se prépare Ludovic Goga de Slovaquie. Thank you, Chair. The war in Ukraine and the hostile acts from Russia emphasizes La guerre et l'hostilité de la Russie soulignent l'importance pour l'Europe de renoncer au gaz et au pétrole de la Fédération de Russie. Il faut miser sur la production européenne. Toutes les énergies non fossiles, dont le nucléaire, doivent être mises au service de cet objectif. Nous avons les accords de Paris, nous avons nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et nos États membres affichent une belle unité. Mais du point de vue suédois, il y a des commentaires à faire sur les propositions de la Commission. Notre Parlement ne les salue pas toutes. Le fonds social pour le climat est problématique. L'Union européenne ne doit pas financer les politiques sociales des États membres. C'est une critique qui concerne plusieurs des propositions de la Commission, notamment ce qui concerne les nouvelles ressources propres. Il faut mettre l'accent sur la mobilisation des moyens budgétaires actuels. Il faut gagner en efficacité. Les propositions sur l'exploitation forestière et l'affectation des sols sont également problématiques. Les objectifs seront impossibles dans le cas de la Suède sans placer une hypothèque sur le gagne-pain de milliers de propriétaires forestiers en Suède. C'est une compétence nationale. Il faut que ça le reste. Ludovic Goga de Slovaquie et se prépare Barbara Massini d'Italie. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Milí kolegovia, veľmi zaujímavá diskusia. Predpokladáme, že energetickým diskusiám bude tento rok dominovať zelená agenda, ktorá si bude vyžadovať mnohé diskusie o možnostiach dosiahnutia klimatickej neutrality. L'agenda vert va rythmer cette discussion. Il s'agira de garantir la neutralité climatique. C'est une question importante. Comment les prix de l'énergie peuvent-ils être contrôlés? Comment limiter les effets sur l'économie? Pour l'instant, cette question est très concrète alors qu'elle était théorique. Že Green Deal v jeho momentálnej podobe sa nebude dať uplatniť. Ak si po 2 rokoch pandémie a ekonomickej krízy bude EÚ pred týmito faktami naďalej zakrývať oči, nous ne parviendrons pas à réaliser nos objectifs et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cet état de fait. Si les mauvaises mesures sont prises, cela aura des effets négatifs sur les entreprises comme sur les citoyens. Le pacte vert est conçu
il repose sur le gaz. Il faut prendre en considération le nucléaire également. La drammatica situazione della guerra in Ucraina ha inevitabilmente... L'Ukraine est dramatique. Cela a des conséquences sur les stratégies climatiques également, sur notre projet de neutralité climatique. Nos économies, éprouvées par la pandémie, doivent maintenant affronter une augmentation considérable du prix de l'énergie. Citoyens et entreprises en payent le prix. Les instruments pour atténuer les effets, très bien. Il faut revoir à la hausse le nombre d'outils, bien entendu, mais il faut des mesures plus radicales pour le stockage d'énergie en Union européenne. Il faut lutter contre les inégalités. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Un pays comme le mien, comme l'Italie, paye un prix fiscal supérieur à celui des autres pays de l'Union européenne, étant donné notre position, car nous sommes à la base de la chaîne logistique. Les PPP pour réduire les émissions globales sont frappés au coin du bon sens. Mais n'oublions pas qu'il faut lutter contre les inégalités. Nous l'avons vu à Glasgow avec cette alliance pour le peuple. La Commission européenne a pris une décision tout à fait indiquée. Le gaz naturel et le nucléaire doivent être gardés parmi les sources d'énergie retenues dans la taxonomie. Il faut être pragmatique. Merci, c'est à vous. Et se prépare Anna Maria Catauta de Roumanie, Chambre des députés. Merci, Président. El cambio climático que estamos viviendo como consecuencia de la acción humana es sin duda, junto con la transición ecológica, qui est imputable à l'action de l'homme, c'est le principal défi de notre civilisation. Et c'est une question de civilisation. Le rapport des Nations Unies nous le dit. On ne peut plus reporter notre action. Il suffit de regarder ce qu'il se passe dans nos rues, dans nos villes, dans nos campagnes et dans nos montagnes. Donc on ne peut pas remettre à demain la lutte contre le changement climatique et la transition. La souveraineté non plus. On ne peut pas la remettre. C'est lorsque l'Union européenne sera souveraine du point de vue énergétique qu'elle pourra prendre en main la lutte contre le changement climatique. Et étant donné la situation géopolitique, c'est d'autant plus urgent. Nous devons donc renforcer et accélérer la transition écologique qui doit se faire avec les entreprises. Il y a des grandes entreprises qui doivent coopérer, qui doivent travailler avec nous parce que pour l'instant, ce sont nos citoyens qui payent la note des hausses de prix. Ces jours-ci, on entend des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut revenir au charbon. C'est une mauvaise décision. Et d'ailleurs, la décision de taxonomie était mauvaise. En ce qui concerne le nucléaire, le débat est très clair. Regardez le danger auquel on fait face avec cette source d'énergie. Suite à l'attaque d'une centrale nucléaire par la Russie, on voit le danger. Et puis comment permettre la décroissance sans creuser les inégalités, c'est la seule façon dont on va accoucher d'une meilleure économie pour nos enfants. C'est à vous. Satu Hassi de Finlande, du Parlement finlandais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Collègues, mesdames et messieurs, le monde a changé après l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Nous devons bien entendu honorer nos engagements et c'est la raison pour laquelle la Roumanie soutient les efforts de l'Union européenne dans le domaine du changement climatique. Nous voulons réaliser les objectifs à l'horizon 2030. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Roumanie a déjà une part importante de renouvelables dans son mix énergétique. 40% de l'électricité roumaine provient de sources renouvelables. C'est déjà le cas. Mais les mécanismes de l'Union européenne doivent évoluer pour tenir compte des besoins de tous les États membres. Il faut éviter de creuser les disparités entre les régions. Il est également important de veiller à ce que la transition vers une Union européenne neutre du point de vue climatique soit juste du point de vue social. Ne place pas une hypothèque sur la compétitivité de nos industries sur les marchés mondiaux. Il faut créer des emplois
et susciter une croissance durable. Permettez-moi de dire encore une chose. Il faut tenir compte des évolutions géopolitiques sur la frontière orientale de l'Union européenne. Et nous devons être très prudents lorsque l'on parle de sécurité énergétique. Nos populations ne doivent pas souffrir de pénurie. Merci beaucoup. C'est à vous et se prépare Domas Griskevicius du Parlement lituanien. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm happy to see how broad understanding there is in this room. Je me réjouis du consensus qui se dégage. Tout le monde appuie la transition verte et tout le monde en convient. Ce n'est pas uniquement une question climatique. C'est une question d'autonomie stratégique, de liberté et de paix. L'Europe a été un moteur d'énergie verte. Sans les mesures prises par l'Union européenne, nous ne serions pas dans la situation actuelle où, pour la plupart des pays de l'Union européenne, l'énergie solaire ou l'énergie éolienne constituent les moins coûteuses pour se doter de davantage de capacités énergétiques. Ça permet de lutter contre le changement climatique. Ce qu'il faut maintenant, c'est un changement systémique. Remplacer le carburant fossile par l'électricité dans le transport, dans l'industrie. Mais il faut également des solutions qui se fondent sur la nature. Nous avons reçu le rapport du GIEC sur l'adaptation et on voit qu'il est nécessaire de procéder à ces adaptations climatiques. Grib de Pologne. Ponios ir ponai, karas pasaulį sukrėtė, tačiau greita reakcija ir tinkama reakcija, manau, nustebino ir mus pačius. Tinkama turiu omeny sankcijos ir kiti dalykai, tačiau ar to gana? Et nous avons été même surpris de la réaction observée. La question est de savoir si nous en faisons suffisamment. Aujourd'hui, nous n'en faisons pas suffisamment parce que nous utilisons encore trop le gaz russe et le pétrole. Il ne faut pas être naïf, comme cela a été dit plus tôt. Nous allons devoir en payer le prix fort, mais le jeu en vaut la chandelle. Eu égard aux politiques vertes, mais également en matière d'indépendance politique. Mais cela permet également de faire face à la machine militaire russe. Chaque difficulté présente son lot d'aubaines et nous devons nous prévaloir de cette aubaine. Ir kalbu apie tai, kad Lietuva ir Europa turi kartu spartinti savo žingsnius įgyvendinant elektros. Nous appuyons les politiques du pacte vert. Mais je vous rappelle que des mesures spécifiques doivent être prises. La Lituanie, par exemple, doit faire partie du réseau électrique à titre plein et entier. L'investisseur privé n'achète pas le pétrole russe sur les marchés ouverts, même s'il est 20% moins cher que le pétrole d'autres fournisseurs. Donc nous pouvons résister. Tout de Chypre. Non. Il n'est pas là? Attendez. Αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί... Can you hear me? Hear me? No, because we wait for the Polish. No. So it's for you. The floor is, I can continue? The floor is yours. Thank you. On the third attempt, dear colleagues,
Η ανάγκη λήψης αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Il est important de procéder à des actions pour combattre le changement climatique, pour pouvoir survivre sur le plan physique, mais aussi pour assurer la prospérité de l'économie européenne et des citoyens. L'augmentation des prix de l'énergie qui a atteint des sommets astronomiques après l'invasion russe démontre la valeur du pacte vert européen. Les derniers développements devront normalement causer d'autres difficultés pour les entreprises, l'économie, les citoyens et la boîte à outils de l'Union européenne devrait contribuer à faire face à ces problèmes. Nous devons faire des investissements en ce qui concerne les gisements de gaz naturel, par exemple de la Méditerranée orientale. Si l'Union européenne est prête à offrir à la République de Chypre les garanties nécessaires, les gisements de gaz naturel peuvent être utilisés comme un carburant pendant cette période transitoire pour permettre à l'économie de l'Union européenne à se décarboner et à se libérer de la dépendance en termes d'importation d'énergie de pays tiers. Merci. Merci. Alors, juste avant de donner la parole à Timo Suslov d'Estonie, je voulais vous dire qu'une visite était prévue à 17 h. Elle est maintenue, cette visite, mais elle aura lieu, bien sûr, à l'issue de nos travaux. Donc, elle est décalée puisque nous ne serons pas à l'heure. C'est à vous. Daamid ja härrad, mul on väga raske siin täna rääkida kliimaeesmärkidest, kui samal ajal Ukrainas tapetakse inimesi. Märgin ära, et Putini agressioon... C'est difficile de parler du climat alors que des Ukrainiens tombent sous les balles. Le premier jour de l'agression de l'Ukraine par Poutine, c'était l'anniversaire de mon pays. On fêtait la création, l'indépendance de l'Estonie. Mais bon, il faut parler de cette transition. Transition verte, transition numérique. C'est douloureux aujourd'hui. Nous dépendons du gaz. Le gaz est utilisé comme arme. Il faut se défaire du gaz russe. L'hydrogène est une piste prometteuse et il y a de grands projets que nous devons mener pour nous émanciper des hydrocarbures russes. Nous devons devenir indépendants, autonomes, souverains en matière énergétique. Et nous devons être pour cela à l'écoute des scientifiques européens. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent ce qu'il faut faire. Il faut les écouter. Il faut également écouter les entreprises, les entrepreneurs qui ont le savoir-faire. Nous en sommes au début du chemin. Ce n'est pas une transition qui va se faire du jour au lendemain. Il faut être patient. Il faut avancer. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais il faut y aller. Parce que si ça va trop lentement, nous arriverons trop tard à destination et ça coûtera très cher à nos sociétés. L'Estonie, je l'espère, fera partie des premiers pays, des pays pionniers à atteindre la neutralité énergétique dans le domaine de l'aviation. Pas d'émissions, des émissions neutres. Nous avons beaucoup d'entreprises novatrices chez nous, on compte sur elles et nous sommes déterminés. Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir aujourd'hui pour faire ce travail. La transition verte coûtera cher, mais l'inaction sera bien plus coûteuse. Président. Aujourd'hui, nous assistons à une conjonction des menaces. La plus urgente est peut-être le changement climatique et nous devons nous y attaquer. Nous avons des faiblesses, nous avons des vulnérabilités aujourd'hui et nous avons cette terrible dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, surtout lorsqu'ils viennent de Russie. Nous devons prendre les choses au sérieux. Il faut prendre le taureau par les cornes. On ne peut pas se reposer sur les citoyens en leur demandant de faire preuve de bonne volonté. Il faut des stratégies pour l'hydrogène, une stratégie pour les renouvelables. Et il faut donner les moyens aux citoyens de faire ce qu'il faut
L'État a dû prendre la main au cours de la pandémie. Il peut faire la même chose ici. Nous voulons une transition juste, nous voulons des renouvelables, mais à court terme, nous devons amortir le choc pour nos citoyens et cela demandera des mesures d'atténuation. Là, l'Europe va devoir faire quelque chose, elle va devoir se rassembler pour amortir le choc, au moins dans une certaine mesure. Du Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, trago-vos aqui a independência e a autonomia energética muito falada esta manhã. Merci, chers collègues. Na perspectiva das regiões arquipelágicas ultraperiféricas. Nous avons beaucoup parlé d'autonomie stratégique. Regiões estas que, constituídas por ilhas geograficamente do ponto de vista da sua Constituição, são também ilhas do ponto de vista dos seus sistemas. Je représente ici les intérêts des régions ultra-périphériques. De fait, ce sont des îles et, à ce titre, ne peuvent profiter de l'interconnexion des réseaux et donc sont en proie à l'intermittence des énergies renouvelables. C'est un défi technologique. Sur le plan du génie civil, c'est une prouesse qui doit être réalisée pour garantir l'autonomie stratégique et l'indépendance énergétique. Et ce sont des questions que l'on se posait alors qu'en Ukraine, aucune guerre ne faisait rage. Depuis lors, la situation a changé. Mais d'une manière générale, il faudra investir davantage et planifier, donc concrétiser ce plan pour la résilience. Donc le défi auquel nous sommes tous confrontés, celui de l'autonomie stratégique, est un défi de taille, particulièrement pour les îles qui composent l'Union européenne. La situazione geopolitica di queste ore impone ancora più attenzione al tema della transizione. La situation dans le monde souligne l'importance de l'énergie renouvelable. Les risques exogènes à l'Union européenne semblent prendre le pas sur les questions énergétiques. Il faut diversifier les sources d'approvisionnement. Il faut réduire l'empreinte environnementale, mais assurer la faisabilité sociale de ce parcours de transition. Il faut prendre des mesures climatiques et penser à l'impact social, économique, les répercussions sur les citoyens et surtout les plus vulnérables. Une bonne transition doit veiller à la protection de l'emploi dans les secteurs touchés par les politiques vertes. Et ce, en garantissant la requalification des travailleurs, qu'ils se recyclent pour obtenir d'autres compétences, en assurant un certain niveau d'ambition, sans oublier le réalisme. C'est une priorité. L'Europe est leader en la matière. Les États membres auront la responsabilité de mener à bien ce parcours. Mais toutes les externalités de cette transition doivent être prises en considération. Si. Du Sénat roumain. Colegi, suntem cu toții de acord că schimbările climatice există. Monsieur le Président, mes chers collègues, bon, personne n'en disconvient, le changement climatique est un fait. Tout le monde est d'accord pour dire que nous devons nous attaquer aux causes du changement climatique. Dans ces circonstances, je pense que nos politiques de lutte contre le changement climatique doivent être modulées en fonction des particularités de chaque État. Ce n'est pas une fin en soi, il faut tenir compte des besoins des citoyens, il faut leur apporter de meilleures conditions de vie, une plus grande prospérité. Nous devons soutenir la compétitivité de chaque État membre de l'Union européenne et garantir la sécurité et la prospérité de chaque citoyen. On ne pourra pas accompagner la transition sans l'adhésion des citoyens. Il faut mobiliser ceux-ci. Si, dans le cas contraire, nous aurons de grands discours, mais des discours creux, et nous perdrons notre crédibilité. Il faut donc tenir compte des besoins des citoyens, de leurs aspirations. Regardez les événements dans l'Est de l'Europe. On ne peut pas se fier à la Russie pour nous approvisionner en gaz. Ce n'est pas à la Russie qu'il faut l'acheter.
Et donc il faut miser sur les autres sources d'énergie, dont le nucléaire, qui est une solution pérenne, qui est une vraie alternative. Il faut utiliser ces leviers dans l'intérêt de nos citoyens. Nous surmonterons cette crise si nous investissons dans des technologies non polluantes. Et ça demandera beaucoup d'investissements. Il va falloir mobiliser ces fonds. Le méthane est une solution de transition, le gaz en général, mais il faudra trouver des solutions beaucoup plus pérennes. Voilà le défi qui est le nôtre aujourd'hui. Portugal adotou formalmente o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica. Mesdames et messieurs les députés, nous avons adopté l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050. A partir de carvão já em 2021, ano passado. Nous avons décidé de renoncer au charbon en 2020 pour la production d'électricité. Ça, c'est de l'ambition. Il faut que l'Europe soit ambitieuse. Il faut se fixer des objectifs, les atteindre, puis en fixer d'autres. C'est ainsi que nous lutterons contre le changement climatique et que nous accompagnerons la transition énergétique. Ça doit aussi être une opportunité. L'opportunité pour s'émanciper, l'opportunité pour devenir autonome, souverain. Les États côtiers de l'Europe ont des contributions importantes à faire. Des investissements importants sont réalisés, notamment sur la côte de l'Alentejo, parce que cette façade océanique recèle d'immenses opportunités. Alors pour l'éolien, bien entendu, mais également pour l'acheminement de gaz liquide, il y a d'énormes possibilités et le gaz peut être ensuite acheminé vers l'Europe centrale. Et pour cela, il va falloir faire évoluer nos schémas, adapter les gazoducs au Portugal, en Espagne et en France. Je remercie en tout cas nos collègues, en particulier nos collègues français qui occupent la présidence. Donc c'est une transition extrêmement importante. Hea president, hipid ja lillelapsed, Euroopa osakaal süsinikusaastes on 9%, Eesti osakaal on 0,001%. En Estonie, nous pouvons nous montrer plus ambitieux pour arriver à 0,005%. Mais au passage, nous allons détruire notre économie. Donc, nous allons parler de sécurité énergétique. Pendant de nombreuses années, nous avons utilisé le bois chez nous pour produire de la chaleur. Mais la Commission européenne ne considère pas le bois comme une énergie verte. Mais le gaz de Gazprom, lui, est vert. Et je crois que aucune zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, sans quoi nous courons le risque que une crise du logement s'empare de l'Europe. Kirazoglu de Turquie. Thank you, Mr. Chair. As an EU candidate country and a customs union partner, En tant que partenaire de l'Union douanière et pays candidat à l'adhésion, nous voulons participer à cette transition verte. Nous sommes au fait de l'urgence climatique et entendons contribuer à l'effort global contre le changement climatique. Nous sommes engagés dans un dialogue avec l'Union européenne. Nous discutons dans nos contacts ministériels du climat avec nos parties prenantes. Le changement climatique et le comité de recherche établi par le Parlement turc a rédigé un rapport exhaustif.
qui présente les problèmes et les solutions. Nous avons contribué à l'accord de Paris, nous avons annoncé notre objectif 2053 d'émissions nulles. Nous avons préparé un plan d'action également qui présente des mesures concrètes pour contribuer à l'assainissement économique et assurer l'approvisionnement énergétique. Nous partageons cette vision de la transition énergétique et s'est engagé de manière résolue au titre de du pacte vert. Cela aura des effets technologiques et nous voulons que toutes les parties prenantes y participent. En fin de compte, il importe de réaliser nos objectifs. Pour ce faire, la coopération est nécessaire. Il faut accélérer les procédures d'adhésion de la Turquie. Du Parlement islandais. Mr. Chair, climate change is contributing to humanitarian crises around the world. Le changement climatique crée des crises humanitaires partout dans le monde. C'est une immense injustice, ce n'est pas une nouveauté, on ne vient pas de l'apprendre, mais le GIEC l'a réaffirmé avec force lundi. La biodiversité, les écosystèmes ne résisteront que si des mesures fortes sont prises pour préserver les sources d'eau fraîche et les océans notamment. L'énergie transition est un défi essentiel. La sécurité énergétique et l'indépendance énergétique de l'Europe sont des enjeux forts aujourd'hui. L'Islande a passé un accord avec l'UE pour travailler ensemble à la réalisation des objectifs de Paris. L'Islande a beaucoup de choses à offrir, notamment avec la géothermie. La tragédie ukrainienne se déploie sous nos yeux suite à l'invasion russe. Nous devons être forts ensemble. L'Europe doit être en paix et doit être unie pour faire face aux menaces qui pèsent sur la planète. Botchorishvili de Géorgie. I'm a substitute to Ms. Makabojorishvili. So, first of all, let me express my full and firm solidarity and support to the people of Ukraine. Témoigner de ma solidarité avec l'Ukraine et son peuple. Nous plaidons pour le respect de l'intégrité territoriale de ce pays. Nous avons demandé avec d'autres pays associés l'adhésion à l'Union européenne. Il faut accélérer l'intégration de l'Europe et cela passe par la création de meilleurs liens, une meilleure intégration économique dans le marché unique. Le gouvernement de la Géorgie souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, notamment dans le domaine de l'énergie. Nous voulons ouvrir de nouvelles lignes vers l'Europe pour échanger de l'électricité et de l'énergie. Et nous voulons nous intégrer dans un espace européen commun de l'énergie. C'est important pour l'énergie et la protection du climat. Il faut pour cela construire des connexions, des interconnexions physiques, notamment en mer Noire. La Géorgie peut être une plaque tournante. Ce sera important dans le contexte des délibérations sur la réduction de la dépendance vis-à-vis de la Russie dans le domaine de l'énergie. C'est aujourd'hui une priorité de l'Europe. Charles Kinou du Royaume-Uni. Thank you, Mr. Chairman. I speak at the end of what has been a fascinating and wide-ranging debate. Je suis le dernier à prendre la parole dans ce débat intéressant et j'exprime toute ma solidarité vis-à-vis de cette population ukrainienne très fière. Et moi aussi, je condamne l'infamie de l'attaque russe et biélorusse. Et nous avons témoigné notre solidarité. Mais ces événements en Ukraine montrent qu'il est nécessaire d'accélérer la transition verte et réduire la dépendance vis-à-vis du gaz russe. C'est urgent. Le changement climatique ne connaît aucune frontière. Il faut collaborer.
beaucoup l'ont dit. Je salue le pacte climatique de Glasgow, la conférence de la COP26 en novembre. Les parlementaires doivent faire pression sur leur gouvernement pour concrétiser, exécuter cela. La crise climatique et la crise en Ukraine impliquent que l'on travaille ensemble. Et je suis pleinement engagé à cette fin. Force à l'Ukraine. Vous êtes jaloux si je dis que je termine par le meilleur. Dimitri Kairidis. Yes, I take the compliment. Thank you, Mr. Chair. First, let me say that I think the word change, climate change, is too soft a word to describe. Parler de changement climatique est un euphémisme. C'est plutôt un effondrement du climat. Nous sommes confrontés à une menace existentielle. Notre façon de vivre, la vie tout court, cette planète sont menacées. Être un leader mondial dans la transition verte, c'est une évidence pour l'Union européenne, mais ça n'est pas suffisant. Par unité de PIB, nous sommes ceux qui finançons le plus l'énergie verte. Mais notre marché reste fragmenté. Nous avons encore du pain sur la planche. En Grèce, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir réduit l'utilisation de 70%, et nous l'avons ramené même à 10%, l'électricité produite avec le charbon et le lignite. Un tiers de l'électricité est produite grâce aux énergies renouvelables. Mais ça n'est pas tout, nous devons encore travailler d'arrache-pied. Et j'ai entendu Daniel Gross qui parlait du mécanisme de prix. C'est important, mais cela doit être accompagné d'une politique énergétique, un marché unifié de l'énergie. En outre, nous devons penser à tous ceux qui, à l'extérieur de l'Union européenne, continuent d'exporter leurs produits et contribuent ainsi à la pollution et à la détérioration du climat. Nous n'allons pas résoudre le problème si le reste du monde continue de polluer, quoi que nous fassions. Nous devons donc taxer à la frontière. Je redonne 3 minutes la parole à M. Gaulier qui voudrait faire une réponse globale, mais en 3 minutes, je pense que c'est un bel exercice. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, 3 minutes. D'abord, applaudissons, je pense, l'unanimité de cette Assemblée en faveur de l'ambition européenne. À nouveau, elle est extraordinaire, elle est extrêmement prometteuse de contribution au bien-être des générations futures. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Constatons néanmoins les désaccords que nous avons au sein de l'Europe sur un certain nombre de dimensions, le nucléaire, le gaz naturel, les efforts de sobriété, les interconnexions. Tout ça sont des sujets compliqués. Je vais prendre juste l'exemple de la taxonomie qui a été citée plusieurs fois, en particulier la problématique du nucléaire et du gaz naturel. Il me semble problématique qu'en Europe, nous n'ayons pas encore réussi à mettre au point des principes généraux pour piloter et pour driver, c'est moi l'anglicisme, la construction d'une politique européenne climatique qui soit à la fois efficace, qui combine les problématiques de fin du mois pour les citoyens européens et de fin du monde pour les générations futures. Et de ce point de vue-là, rendre profitables les efforts de sobriété, les efforts de réduction d'émissions de CO2 des industriels et des consommateurs me semble, et ça a été cité à de nombreuses reprises, tout à fait essentiel. Le développement dans le cadre du Fit for 55 européen, d'un deuxième marché européen de permis d'émissions couvrant l'ensemble des émissions de CO2 qui ne sont actuellement pas prises en compte dans le premier marché, combiné avec des ajustements carbone aux frontières, me semble précisément le type de stratégie qui conduit au résultat désiré, au moindre coût pour les citoyens et pour les entreprises, à étant capable de contrer le dumping environnemental d'un certain nombre de pays à travers le monde qui n'ont aucune ambition en faveur du climat.
Finalement, je voudrais signaler l'importance, effectivement, et on le voit bien dans les événements actuels, des événements dramatiques actuels, l'indépendance énergétique, la sécurité énergétique de l'Europe est à prendre en compte. Les économistes, nous en portons notre part de responsabilité, ont trop longtemps défendu la liberté de marché. Aujourd'hui, il faut réfléchir à la transition énergétique et l'indépendance énergétique sous le regard du risk management, de la gestion des risques, mettre une valeur sur cette indépendance, mettre une valeur sur notre sécurité énergétique me semble être un point important pour réfléchir à la fois à la lutte contre le changement climatique et la protection du pouvoir d'achat des ménages qui auront encore longtemps besoin de sources d'énergie, qu'elles soient hydrocarburées ou non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, bravo. Merci. Bien, mes chers collègues, nous avons terminé notre session de cet après-midi. Pour ceux qui le souhaitent, il y a une visite du Palais Bourbon qui est organisée, donc qui commencera incessamment sous peu. Et je vous donne rendez-vous donc à 19h30 au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes, dès 19h30, je crois. 19h30, voilà. À tout à l'heure.